Et comme je le disais, du coup, place à l'invité d'André Berkoff, François-Xavier Bellamy, professeur de philosophie, député du Parti populaire européen au Parti européen, au Parlement européen, et chef de la délégation française de ce groupe. Oui, bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour André Berkoff. Bonjour, très heureux de vous recevoir. Je voudrais avant Merci tout, pour votre invitation. on va ensuite être... écoutez, merci à vous. Je voulais vous parler, on va peut-être, c'est au professeur de philosophie que je m'adresse. Cette parabole, c'est pas une parabole puisqu'elle est aussi très vécue, à l'heure de cette mondialisation, à l'heure où de notre fenêtre, qu'elle soit de notre fenêtre de télévision, d'internet ou ailleurs, on assiste à la pandémie, ce qui touche le monde entier. Ça, c'est vraiment une mondialisation dont on aurait pu se passer, mais elle est là. Et en même temps, nous vivons en même temps ce confinement, puisque pratiquement un tiers de la planète est confiné. Cette espèce de paradoxe, confinement et en même temps, attention, on ouvre les persiennes, quand je dis les persiennes numériques, les persiennes virtuelles, les persiennes télévisées, et on voit le monde. Ça vous inspire quoi, François-Xavier Bellamy ? Écoutez, c'est vrai qu'on vit une période vraiment étonnante et pour beaucoup d'entre nous, cette période est aussi pleine d'inquiétudes. Et je crois que dans ce monde de surinformation, on a la chance d'être au courant de ce qui se passe dans le monde entier. Et en même temps, c'est vrai qu'on a aussi le sentiment d'être exposé de manière continuelle à toutes les nouvelles qui nous viennent de toute la planète, Ouais. ce qui est aussi une source d'inquiétude. Là, j'avais écrit, je ne pensais pas que ce serait aussi d'actualité, mais j'avais écrit un livre il y a quelques mois dont le titre était Demeure. C'est vrai qu'aujourd'hui on est tous assignés à demeure d'une certaine manière, et en même temps on a le sentiment d'être aussi absorbé par le reste de l'actualité du monde. Moi, je vais vous dire ce qui me fascine le plus, et je pense que c'est un sujet auquel il faudra qu'on réfléchisse quand tout ça sera terminé, c'est comment se fait-il que, alors qu'on est autant informé, on n'ait pas pris la mesure de ce qui était en train d'arriver, en Chine déjà dès le mois de décembre, et puis de ce qui arrivait en Italie, c'est-à-dire aux portes de la France. Moi, depuis le Parlement européen, je voyais mes collègues italiens qui nous racontaient ce qu'ils vivaient, et nous étions encore dans une forme d'insouciance, de légèreté. C'est vrai qu'on a même entendu, de la part parfois du gouvernement, un jugement sévère sur la manière dont les Italiens géraient cette crise, comme si on allait mieux s'en sortir, comme si on pouvait s'offrir le luxe d'être encore insouciant. Et je crois qu'aujourd'hui, on prend la mesure de ce que l'information ne nous permet pas forcément d'être conscient de ce qui arrive et de prendre les bonnes décisions. Et c'est un vrai sujet de fragilité pour nos démocraties. C'est une question à laquelle il faudra qu'on repense. C'est vrai, on va tout de suite en reparler après une petite pause. François-Xavier Bellamy, restez avec nous. Je crois qu'il y a aussi une autre explication que vous connaissez, on va en parler tout de suite après ceci. Oui, nous sommes toujours et plus que jamais avec François-Xavier Bellamy, qui est professeur de philosophie, qui est député européen. François-Xavier Bellamy, vous dites effectivement le paradoxe entre surinformation et cette espèce d'insouciance, un peu condescendance, il faut le dire, qu'on avait à l'égard de l'Italie notamment, par rapport au système de santé. Mais est-ce que vous ne croyez pas aussi qu'il y avait l'autre dimension, qu'on n'est plus du tout préparé au tragique? Vous savez, c'était Raymond Aron qui disait de Giscard, il a oublié que l'histoire est tragique. Est-ce qu'on s'était pas dit aussi, les pandémies, tout ça, même si on avait eu quelques exemples et quelques alertes, il y a pas si longtemps, mais ça c'est derrière nous, c'est pas possible que ça nous arrive à nous, c'est pas pour nous, ça n'arrive qu'aux autres. Vous croyez pas que ça a joué aussi cette espèce de culture de la ouate quelque part? Bien sûr, nous avons vécu avec l'idée que il n'y avait plus de menaces, il n'y avait plus de risques. Et je crois que nos dirigeants en particulier ont construit leur action comme si l'histoire était le lieu d'une sorte de progrès perpétuel, comme si nous allions vers un avenir radieux, ou comme si nécessairement ce qui était demain était préférable à ce qui est arrivé hier. Or, ça n'est pas le cas. L'histoire est faite de chocs, elle est faite de menaces, et elle est faite évidemment de tragiques. Ce qui est nécessaire dans l'action politique, et ça aussi c'est un sujet que j'ai
rappeler, que j'ai tenté de dire autant que je le pouvais, notamment dans ce livre, mais je crois que c'est d'une actualité extraordinaire aujourd'hui. Ce qui compte pour nous, ce qui compte pour nos responsables politiques, ça n'est pas d'abord de changer les choses, de changer le monde, de construire un nouveau monde, mais ce qui compte le plus, c'est de faire en sorte que ce à quoi nous tenons dans ce monde soit préservé, que ce que nous voulons conserver puisse être transmis. On a beaucoup moqué les conservateurs, on s'est beaucoup moqué de ceux qui rappelaient la nécessité de cette prudence à l'égard du réel. Et pourtant, je crois que c'est tellement nécessaire. On s'est préoccupé de tout transformer, on ne s'est pas rendu compte que ce qui comptait le plus, c'était d'abord de protéger. Et je crois qu'aujourd'hui est un bon jour pour s'en rendre compte, puisque c'est l'anniversaire de l'incendie de Notre-Dame de Paris. On peut dire qu'en un an, on aura vu que notre culture était fragile et que notre nature était fragile. Et cette espèce d'illusion de toute puissance dans laquelle on a vécu, je crois qu'il faut absolument y mettre un terme. Nous devons reconstruire l'action politique pour que l'État soit là pour protéger ce qui doit l'être. C'est la chose la plus importante. Justement, nous autres civilisations savons que nous sommes mortels, hein. C'est pas d'hier. Mais simplement, justement, tout à fait, François-Xavier Bellamy. Mais justement, autour de quoi? Justement, il faut s'accrocher. Tout le problème est là. C'est qu'on dit, effectivement, vous avez les gens du passé faisant table rase, hein. C'était les progressistes, d'ailleurs, de l'extrême ou d'autres, mais aussi quelle valeur? Parce que ce qui est tout à fait fascinant aujourd'hui, et le coronavirus n'est qu'un miroir qui réfléchit de ce point de vue-là, comme disait Cocteau, mais c'est pas ça. C'est qu'est-ce qui se passe? À quelle valeur doit-on, si vous voulez, non pas se raccrocher, mais doit-on mettre en exergue, et doit-on acter surtout dans un monde privé de repères où les gens ne savent plus qui ils sont et où ils habitent, la plupart. Bon, il me semble que nous savons où nous habitons et que cette crise le montre aussi d'ailleurs. Dans un moment comme celui-ci, les solidarités se reconstituent, se vivent d'une manière plus forte. On a le sentiment d'être de nouveau liés les uns aux autres pour le pire, parce que d'ailleurs la contagion nous fait sentir que chacune de nos actions engage toute la société, que nous pouvons être le vecteur de la contamination, que nous pouvons contribuer à l'arrêter. On se rend bien compte que l'individualisme dans un moment comme celui-ci n'a pas de sens. Nous sommes liés les uns aux autres et c'est ça qu'on appelle la politique au fond. Il y a entre nous un destin commun et nous pouvons aussi compter les uns sur les autres pour faire vivre le meilleur. Et je crois qu'encore aujourd'hui, on le vit d'une manière très forte, presque charnelle, cette espèce de solidarité qui nous relie à travers l'héroïsme des personnels soignants qui se dévouent jour et nuit, fait que il y a entre nous, encore une fois, une communauté de destin. Mais il faut réussir à tenir ça. Mais je crois que si vous parliez d'une valeur qu'il faut réhabiliter, je crois qu'il y en a une qui compte beaucoup et qui devrait redevenir le cœur de la vie politique. C'est d'ailleurs Aristote qui, au IVe siècle grec, l'a proposé déjà à tous les responsables politiques, c'est la prudence. La prudence, c'est-à-dire le fait d'être attentif, le fait de prendre soin, c'est cette belle expression qu'on emploie si souvent aujourd'hui, prenez soin de vous, prendre soin, être attentif, faire attention à des équilibres du réel qui sont compliqués, qui sont fragiles. Aujourd'hui, encore une fois, je crois qu'on peut regarder avec un peu de stupéfaction cette espèce d'orgueil qui a fait que nous n'avons cessé de parler de tout changer, de tout transformer, cesser d'exalter des ruptures et de défendre le nouveau monde. En réalité, la chose qui compte le plus, c'est de prendre soin de ce qui, dans ce monde, vaut la peine d'être transmis. Et nous devrions reconnaître nos responsables politiques, non pas à partir de ce qu'ils auront su transformer dans le réel, mais à partir de ce qu'ils auront su préserver et sauver. Et on voit qu'à force d'avoir oublié cela, bien, nous sommes aujourd'hui incroyablement démunis. Oui, mais alors François-Xavier Bellamy, justement, ce que vous dites et qui est frappé au coin effectivement du bon sens et du bon sens légitime, quand même, là où vous êtes en Europe, on a donné un spectacle, et pas seulement eux, hein, mais d'un individualisme, je dirais, national assez étonnant. Vous avez vu toutes ces... Alors, je dis pas qu'il y a rien eu, mais enfin, ces masques ou ces tonnes de masques arrêtés ici et détournés, l'Italie laissée à elle-même, dont on a vu plusieurs personnes et des milliers brûler le drapeau européen parce qu'ils ont eu le sentiment, vrai ou faux, hein, je ne dis pas que
ils ont raison d'être abandonnés. La Grèce, on a vu ce qui s'est passé face à l'immigration, etc. Est-ce qu'il n'y a pas l'impression que cette Europe, en tout cas cette Union européenne, on a l'impression que justement le coronavirus a révélé en tout cas, allez, je dirais, dans la machine des dysfonctionnements qui ne sont pas peut-être les meilleurs? Elle a révélé sa fragilité, bien sûr, mais pour quelle raison? Exactement pour ce que vous disiez juste avant. C'est que l'Union européenne n'était pas prête parce qu'elle s'est construite dans un monde d'où la menace était oubliée. Et donc, évidemment, lorsque la crise survient, nous n'avions même pas les moyens de la solidarité. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas donné de masques à l'Italie? Mais parce que nous n'en avions pas. Et qu'aucun pays ne peut donner à son voisin ce que lui-même ne possède pas pour se prémunir face à la crise. Évidemment, les égoïsmes nationaux réapparaissent quand il faut faire face à la pénurie. Et je crois que nous sommes aujourd'hui dans un moment qui devrait être l'occasion, non pas seulement d'une colère, mais surtout d'une prise de conscience. Comment se fait-il que des pays européens soient en train de se disputer des masques envoyés par la Chine? Ça veut dire que nous sommes devenus tellement dépendants de cette puissance internationale que nous en sommes à nous disputer pour les miettes qu'elle nous envoie. C'est un spectacle absolument humiliant. Et je crois qu'il est temps de comprendre ce que nous avons défendu d'ailleurs. Pour ma part, je n'ai pas le sentiment d'être en contradiction avec les intuitions que nous avons portées. C'est ce que nous avons défendu pendant toute notre campagne. Il faut une Union européenne qui ne se construise plus seulement comme un grand marché, qui ne se construise plus seulement à partir d'une doctrine de la concurrence, qui ne cherche plus seulement à apporter le meilleur produit au moindre coût au consommateur final, même si ce produit est acheté au profit de l'externalisation massive de la production vers la Chine, vers l'Asie, vers des pays à moindre coût. Il faut une doctrine stratégique, il faut être capable de nous donner les moyens d'une forme d'autonomie stratégique. C'est le cas sur la question de la santé, mais n'oublions pas les autres domaines aussi, parce qu'aujourd'hui c'est une pandémie qui nous réveille, mais ça doit être aussi le cas sur la question de la défense. Nous devons pouvoir, comme Europe, et nous devons pouvoir, comme France, être certains de faire face si un conflit survenait aux moyens de notre propre défense. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous devons pouvoir faire face sur le front de l'alimentation. La France, qui a été pendant très longtemps un pays exportateur sur le plan alimentaire, aujourd'hui est devenue dépendante pour son alimentation. C'est complètement inouï que nous raisonnions avec une telle étourderie et que nous ayons oublié que l'histoire est faite de menaces et que la première des responsabilités politiques, c'est de garantir notre capacité à y faire face. Et justement, juste pour rester un moment dans l'Europe, celles qui s'en tirent, après on peut en discuter, mais vous avez vu le différentiel encore une fois je parle du coronavirus en ce moment, le différentiel d'infectés, de décès entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne qui fait 85 millions d'habitants et la France 65 millions. C'est-à-dire que il y a eu là aussi quand même des disparités, des dysfonctionnements qui sont basés aussi sur la manière les cigales et les fourmis, la manière dont certains ont économisé pour des jours meilleurs et d'autres ont dépensé allègrement et assidûment pour des jours dont ils ne savaient pas de quel bois ils seraient faits. C'est ça aussi. C'est aussi l'occasion de dire qu'effectivement, tout n'est pas de la faute de l'Europe. Évidemment, il faut réorienter la manière dont l'Union européenne, la manière dont l'Europe a conçu sa place dans la mondialisation, mais il y a des pays qui montrent qu'il était possible de s'en sortir mieux. Et il y a des pays qui font la démonstration, André Berkoff, que c'est pas parce qu'on dépense plus d'argent public et qu'on a des impôts plus élevés qu'on s'en sort mieux face à une crise. Parce que si c'était le cas, la France serait la première aujourd'hui dans l'Union européenne. Certes. La vérité, c'est que l'Allemagne, effectivement, s'en sort mieux, que l'économie continue de fonctionner en Allemagne. La vérité, c'est que l'Autriche qui a été sévèrement critiquée par Emmanuel Macron il y a un mois, quand l'Autriche a osé fermer sa frontière avec l'Italie, le président de la République l'avait publiquement tensé, eh bien l'Autriche, elle a commencé le déconfinement aujourd'hui, avec seulement 350 décès. Et nous serions bien inspirés d'arrêter de donner des leçons en permanence. Notre président serait bien inspiré de faire preuve d'une plus authentique humilité, puisque c'est le mot qu'il a employé lundi, et de faire en sorte de garantir qu'avec l'incroyable poids de notre dépense publique, nous soyons au moins capables de donner des masques et des blouses à nos infirmières et de nous donner les moyens de préparer un déconfinement en toute sécurité le plus rapidement possible pour que notre économie puisse repartir. C'est ça qui compte, c'est la seule chose qu'on attend aujourd'hui.
Oui, non, mais ça paraît évident et on sait très bien, on va pas revenir sur les manques qu'il y a eu ce mois et demi de perdu, etc. Enfin, il y aurait beaucoup à dire. Bon, on sait que la critique est aisée, mais l'art est difficile. Mais justement, l'art n'était pas là. Mais en revanche, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'étonnant aussi? Je vais vous parler, que ce soit au niveau de l'Europe ou au niveau de la France, François-Xavier Bellamy. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi de cette espèce d'extraordinaire là chez nous, de cette espèce de millefeuille administratif? De non seulement les charges, etc., mais de demander l'homologation, la permission à 40 personnes. Quand on voit qu'un certain nombre d'usines ont été fermées, quand on voit qu'on n'est pas capable, justement, vous parlez de fabriquer des masques ou des respirateurs, alors que le privé, le public devrait être, il l'est déjà, mais peut-être pas assez, mobilisé entièrement dans une économie de guerre, en tout cas pour le moment. Parce que surtout, vous disiez, c'est vrai, les valeurs, on voit la solidarité, etc., mais bientôt se profile, et vous le savez, ce qui va se passer en économie, on va être en récession, donc là il va y avoir des rigidités très fortes et des hostilités très fortes. Je veux pas être Cassandre, mais on le sait, je suis pas le seul à le dire. Il va y avoir justement on va se réarchipéliser selon l'expression de Jérôme Fourquet et ce serait grave. Comment arrêter ou en tout cas limiter les dégâts de ce point de vue? Vous avez tout à fait raison. C'est vrai, il faut le dire, évidemment, la critique est facile, l'art est difficile et il faut beaucoup d'humilité dans l'action comme dans l'observation. Mais je crois qu'on a besoin de choses assez simples au fond et que c'est ces choses simples sur lesquelles on a du mal à compter aujourd'hui. On a besoin d'une vraie coordination de l'action, d'une cohérence dans la parole publique. Vous parlez de ce millefeuille administratif qui provoque tellement de contradictions, mais il y a au fond un exemple à donner depuis le sommet de l'État. Quand le chef de l'État nous dit le 11 mai, l'enseignement reprendra et que le lendemain, il semble être désavoué par son ministre de l'Éducation nationale qui nous dit qu'en réalité, les écoles ne rouvriront pas forcément le 11 mai. On a besoin de clarté, qu'on nous donne des décisions qui soient au moins harmonisé et on comprend que tout le monde n'y voit pas forcément clair, mais dans le moment actuel, on a besoin au moins que le cap qui est donné soit, dans la mesure des éléments dont on dispose, aussi cohérent que possible. Et ce millefeuille administratif, je crois que il faut évidemment réussir à s'en débarrasser. On le voit très bien, on a multiplié les échelons au cours des dernières années, on a cessé de compliquer la décision publique, on a cessé d'éloigner la décision publique du citoyen. Je crois qu'il faudra tirer les enseignements quand cette crise sera finie de la paralysie que cela a fini par créer. Sur le terrain, on voit des gens extraordinaires qui s'engagent dans les entreprises, dans les PME, dans les TPE, bien sûr dans le monde médical, bien sûr dans les EHPAD, mais aussi dans les collectivités locales. Moi, je vois des maires extraordinaires qui se dévouent pour leur ville et qui sont capables d'inventer des solutions absolument remarquables. Je pense à un David Lisnard à Cannes, par exemple. Je pense à ce qui est fait aussi dans ma ville où je suis aujourd'hui. Il y a des initiatives magnifiques qui sont prises. Donc il faut réussir à laisser le terrain prendre des initiatives, ne pas le décourager, ne pas le dissuader, avoir un cap national qui soit clair et qui soit stable. Et puis simplifier tout ce qui constitue des relais intermédiaires qui vient parfois compliquer la prise de décision et compliquer la cohérence globale de l'action. Absolument, et pour cela, on a encore beaucoup de choses à nous dire. François-Xavier Bellamy, restez avec nous. On sera avec les auditeurs du Sud Radio qui sont de plus en plus nombreux à réagir. À tout de suite. Et je rappelle que François-Xavier Bellamy est député européen Les Républicains et qu'il est par ailleurs professeur de philosophie. 0826 300 300. Donc vous êtes nombreux à nous appeler, on vous attend toujours. On vous donne la parole de 13h à 14h. Venez réagir. Juste après les informations, à tout de suite. Et oui, les confinés continuent à parler aux confinés et tous ceux qui nous aident à vivre. Il faut en parler, François-Xavier Bellamy en parlait, on en a parlé hier aussi. Tous ceux qu'on considérait comme les troisièmes de cordée qui sont aujourd'hui les premiers, eh bien tout cela, eh bien ils nous appellent, on parle avec eux et on discute et c'est à eux actuellement et à présent la parole. Et je le disais, André Berkoff le disait, nous sommes toujours en direct sur Sud Radio avec notre invité François-Xavier Bellamy, député Les Républicains, député européen et professeur de philosophie. 0826 300 300 donc. On accueille Jean qui nous appelle de la Loire. Oui, bonjour Jean. Oui, bonjour André, bonjour Jean-Marie et monsieur Bellamy, c'est ça? Bonjour. Oui, absolument. Absolument. Bien, écoutez, on vous merci écoute, Jean. encore pour la qualité de vos émissions. Alors, moi, je voulais faire plusieurs remarques. Bon, déjà, je voulais parler un peu de l'allocution de M. Macron, qui pour moi est
est un imposteur. Ce type est un imposteur. Carrément. Ah, carrément, oui. Ah oui. Même pire que ça, là, c'est un euphémisme, hein, ce que je dis, là. Hein. C'est un euphémisme, ce type-là. Il aura des comptes à rendre hein, par rapport au crime actuel. C'est un crime actuel que nous vivons, là. C'est une honte absolue. Je ne comprends même pas que des gens puissent supporter. Non mais pourquoi? Ça. Attendez, dites pourquoi, Jean. Très précisément, vous dites c'est un crime, c'est un imposteur. Écoutez, je cite qu'un exemple. Bon, déjà, pour moi, cette épidémie est une mascarade. Bon, on ne va pas parler de l'histoire des masques et de tout ce qui va avec. Hein. Là aussi, c'est une immense mascarade. C'est vous-même qui avez invité quelqu'un qui a dit que dans les maisons de retraite, on piquait les vieux, quoi, quasiment, faut le dire, hein, comme les animaux en fin de vie. Hein. Bah, le nitrovir, en tout cas, disons que il y a effectivement, c'est pas l'euthanasie généralisée, mais il y a une tendance effectivement à dire que le choix entre les plus de 70 ans ou 80 ans et les autres, c'est pas intentionnel. Vous savez, les médecins, honnêtement, il faut quand même dire les choses. Les médecins, c'est les crève-cœurs de faire ça, mais il y a un vrai problème d'équipement et qui est posé. C'est ça qui est terrible. Continuez, Jean. Écoutez, je suis un candidat peureux, j'ai 74 ans. Le problème, c'est que pour me piquer, il va falloir qu'il se lève de bonne heure. Hein. Voilà, comme pour me vacciner, parce qu'il faudra bien vous chercher. Hein. Ce que j'en prépare, c'est un vaccin d'ailleurs. Je pense que ce vaccin est déjà prêt, donc ils vont le sortir en temps utile, hein, quand il faudra. Bon, de toute façon, pour moi, tout ça, c'est une mascarade mondiale. Ce virus, pour moi, il a été totalement fabriqué également. Maintenant, tout le monde est au garde à vous. Tout le monde est d'équerre, comme on dit, hein, il n'y a plus personne qui bouge. Hein. Bon, il est évident qu'on va vers une grosse explosion, hein, ça c'est assez certain. Alors par rapport à l'explosion sociale, vous voulez dire? Oui. Ah oui, pardon, c'est clair, une explosion sociale, ça va faire très mal. Hein. Ah, pour moi, ça va faire très très mal. Hein. Très très mal, quand on prive les gens de liberté comme ils le font en ce moment, vous vous rendez compte, on peut même plus aller se promener sur des chemins forestiers, mais on a vu ça, non mais c'est inconcevable, c'est pire que tout ce qu'on pouvait imaginer, quoi. C'est une espèce de dictature qui dit pas son nom, c'est tout. Ouais. Quant à je voudrais Bellamy, dire... enfin, vous avez compris que je ne porte pas le président de la République dans mon cœur, je ne vais pas voter pour lui. Pour moi, c'est un Illuminati dangereux, à la solde des francs-maçons. Hein. Il y a quelqu'un qui vous en a parlé hier, je crois. Donc je suis tout à fait d'accord avec ses propos. Hein. Ce sont ces gens-là qui dirigent le monde. Alors écoutez, on va demander quand même, alors vous avez effectivement tout à fait et le droit et la responsabilité de vos propos, Jean. Je ne sais pas si effectivement le schéma est aussi simple que ça, je ne le crois pas d'ailleurs, mais je voudrais demander sa réaction à François-Xavier Bellamy, sachant que ce que je voulais vous dire, c'est qu'à Sud Radio et dans mon émission, il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui dans un état de ras-le-bol et dans un état de colère et de réaction extrêmement forte. Et nous avons eu plus violent que les propos de Jean. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Ça traduit quand même quelque chose, cette espèce en disant on ne croit plus à la parole du pouvoir, on ne croit plus, on n'entend plus. Il y a quelque chose d'inaudible et qu'on n'a plus envie d'entendre. Qu'en pensez-vous, Monsieur Bellamy? D'abord, il me semble qu'il faut regarder la situation avec un souci d'honnêteté, d'exigence intellectuelle et sinon d'objectivité, en tous les cas d'impartialité et d'information. Je crois que ce qu'on vient d'entendre est invalidé par le fait que tous les pays du monde vivent la même situation, quelle que soit la couleur politique de leurs dirigeants. Donald Trump se trouve aujourd'hui dans la même crise que celle que nous connaissons. Et il a beau ne pas partager les options politiques de notre président de la République, il doit faire face à la même épidémie. Je crois que ce qui est dramatique, et l'intervention de Jean en témoigne d'une manière très forte, ce qui est dramatique, c'est, bien sûr, on peut comprendre la colère des Français, on peut comprendre leur lassitude, on peut comprendre l'épreuve immense que représente pour beaucoup d'entre nous l'expérience de ce confinement. Et je pense notamment à tous nos aînés qui sont coupés de toute relation avec leur famille et pour qui c'est une difficulté souvent inouïe. Je pense à tous ceux qui sont dans les maisons de retraite, tous ceux qui sont dans les EHPAD aujourd'hui et qui vivent une forme de désespoir. Tout ça est très vrai.
Mais je crois que là où il faut faire attention, c'est que ce dont témoigne le propos de Jean, c'est d'un discrédit total de la parole publique. Et ce discrédit, disons-le, il ne se nourrit pas de rien. Quand le gouvernement, au lieu de nous dire la vérité, au lieu de regarder les Français dans les yeux et de dire on est désolé, on n'a pas assez de masques aujourd'hui, parce que pour beaucoup de raisons, peut-être on est responsable d'une part des raisons, peut-être pas responsable de toutes ces raisons, mais en tous les cas c'est un fait, on verra ensuite ce qui est responsable. Aujourd'hui, on n'a pas assez de masques. Quand au lieu de dire les choses franchement, la porte-parole du gouvernement nous a expliqué que c'était pas la peine de donner des masques aux Français parce qu'ils ne sauraient pas comment les porter, ou bien quand ils ont essayé de nous expliquer que les masques n'étaient pas utiles, je pense que nos gouvernants ont pris le risque de fragiliser le crédit de la parole publique. Et il y a tellement de raisons qui fait qu'on a le sentiment que la communication a pris le pouvoir et que la vérité n'existe plus dans le discours public. Et ce sentiment-là, pour le coup, il produit cette défiance, et cette défiance, elle devient un sentiment de rupture complète, tel que Jean vient de le témoigner, avec au fond nos institutions. Le président de la République, on peut penser ce qu'on veut de sa politique. Moi aussi, je suis un opposant du président de la République. Mais il est le président de la République et je crois qu'il est fondamental pour notre pays que nous soyons capables de respecter des règles communes. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on est sommé d'être d'accord avec tout. Je crois que ça a été une très grande erreur de croire à la fin des clivages, de nous promettre le en même temps. La démocratie, ça suppose du pluralisme, ça suppose une conversation ouverte, ça suppose une discussion libre. Ça suppose aussi une exigence de vérité qui permet aux gens de se faire leur opinion et de construire leur propre pensée. En tous les cas, c'est une grande différence de s'opposer à un président de la République et de considérer que sa parole n'a absolument aucun crédit et que son statut ne doit pas être respecté. Je crois qu'il faut qu'on fasse très attention tous ensemble à ce point de rupture parce que, comme le disait Jean, la colère qui traverse la société aujourd'hui, c'est très certain, elle est importante, elle est très grande. Il ne faut pas oublier que notre pays sort de la crise des Gilets jaunes. Je l'ai écrit récemment dans un article, je pense qu'on voit aujourd'hui apparaître tout le défaut de cette espèce de vision du monde macronienne qui consistait à opposer les premiers de cordée aux derniers de cordée, ou bien à expliquer qu'il y avait d'un côté les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Aujourd'hui, on voit très bien que les gens qui réussissent ne sont rien sans les gens qui ne sont rien, c'est-à-dire sans tous ceux qui font vivre notre pays. Et ce sont les gens qui ne sont rien qui sont sur le front aujourd'hui. Exactement. Et les gens qui ne sont rien qui sont sur le front. Les gens diront il faut rompre avec cette espèce de vision du monde que, pour ma part, je n'ai jamais partagée. Et je crois qu'il faut en même temps qu'on soit d'une très grande prudence, je reprends le mot que j'employais tout à l'heure, parce que nous n'avons rien de plus précieux que le fait de construire ensemble, à travers la politique, à travers la démocratie, un débat qui transforme nos désaccords en une conversation plutôt qu'en une confrontation. Et ça, c'est très important de préserver ça, quelle que soit notre colère et quels que soient nos désaccords. Oui, alors je vais vous dire, François-Xavier Bellamy, on va donner la parole aussi aux éditeurs qui vous écoutent. Je dirais simplement une chose, oui à la prudence, mais la prudence ne pourra pas être actée sans la mobilisation et sans le retour autour de cap clairs et précis. C'est-à-dire que si on ne dit pas aux gens pourquoi ils vont se battre et au nom de quoi ils vont se battre, que ce soit la nation, que ce soit telle valeur ou tel idéal, vous savez très très bien, l'arme de la prudence va obliger à la prudence des armes et on restera campé sur le pied et malheureusement l'histoire va nous bousculer, vous le savez mieux que moi. Jean-Marie, ou d'autres auditeurs ? Oui, dans quelques instants, on va partir dans le Gers. On donnera la parole à Catherine qui nous appelle au 0826 300 300 depuis le Gers. Je le disais, restez bien avec nous. Berkoff dans tous ses états en compagnie de son invité François-Xavier Bellamy et de vous tous qui nous appelez et qui prenez la parole jusqu'à 14h sur Sud Radio. À tout de suite. Et nous sommes plus que jamais avec vous, auditeurs du Sud Radio, et avec François-Xavier Bellamy. On vous écoute. On vous attend. 0826 300 300, on part dans le Gers, on donne la parole, je le disais, à Catherine sur Sud Radio. Oui, bonjour Catherine. Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs, bonjour à vous, on est content de pouvoir avoir la parole. Donc, voilà, ce gouvernement, écoutez, moi j'étais gilet jaune, donc je suis pas sûre, comme le monsieur, il vous a dit que c'était fini, parce que franchement, on en a ras-le-bol. On nous raconte que des
sornette, on va être poli. Les masques, on n'en a toujours pas. Au fond du geste, on n'en a pas. On ne sait pas. Pour se laver les mains, comment nos enfants vont faire? Alors, c'est du n'importe quoi. Enfin, vraiment, on est atterré par ce gouvernement. Mais alors, atterré. Ouais. On n'en peut plus de ce gouvernement, quoi. Il faut bien comprendre qu'on a demandé le RIC, on a tout demandé, ils n'ont rien accepté, on est vraiment des moins que rien, mais maintenant c'est les moins que rien qui travaillent. C'est pas là-haut. Hein. Ouais. Donc, faut arrêter avec la porte-parole. C'est eux qu'on voit un peu partout. Oui, mais tout le monde est en colère. Hein. Il faut, ça va mal finir. Hein. Je suis une femme, mais je pense que ça va mal finir. Oui, vous pensez que la colère et que le fait qu'il y a un dialogue de sourds et que le fait qu'on ne vous entend pas, effectivement, les revendications des Gilets jaunes, notamment le référendum et autres, hein, enfin, on ne veut pas revenir là-dessus, n'ont pas été faits, donc il n'y a rien de fait, quoi, pour vous. Oui, non, mais c'est tout, quoi. Vous vous rendez compte, c'est les femmes qui sont en colère. Et quand les femmes sont dehors, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Parce que là, il met en danger nos enfants, nos petits-enfants. Alors que j'ai entendu ce matin à la radio, là, mais il n'y a pas de danger, les enfants, ils peuvent y aller, mais qu'est-ce qu'elle en sait? On n'a pas de test, on n'a pas de gants, on n'a pas de masque. Mais c'est quoi ce gouvernement? Faut arrêter. Ouais. À un moment donné, il faut arrêter. Alors, expliquez-moi, vu que il y a des gens assez intelligents, je pense, autour de vous. Déjà, vous, j'adore vous écouter parce que c'est peut-être la seule radio où on entend du vrai. Parce qu'avant, j'écoutais RMC, il y a longtemps que j'ai arrêté. Donc maintenant, on est avec vous, mais alors maintenant, prenez des gens qui soient assez intelligents et pas de blabla, parce que, écoutez, c'est que du blabla, qu'on comprenne où on va. On est là pour travailler, mais pas pour subir la dette là qu'on nous met des Africains. Pourquoi ne pas nous supprimer notre dette à nous, à l'époque des Gilets jaunes? Pourquoi avoir rien donné? Pourquoi avoir donné aux plus pauvres et ceux-là qui travaillaient rien? Mais c'est quoi ce pays? Vous comprenez, Catherine, que je suis en colère? Je comprends tout à fait et je suis pas le seul à comprendre que vous soyez en colère. On va en parler tout de suite avec François-Xavier Bellamy. Je rappelle deux choses, François-Xavier Bellamy. C'est ce qu'a dit Catherine, c'est vrai. C'est que quand, par exemple, le président Macron annonce en une phrase, et après ça a été en disant voilà, on va ouvrir, les crèches, les écoles, les collèges, etc., etc. Le 11 mai, ça ouvre. Bon, alors vous allez me dire, après ces ministres expliquent. On a vu comment ils ont expliqué, on en a parlé. Deuxièmement, l'histoire de la dette. Vous savez, les gens comprennent pas. On parle de ça. Vous avez parlé de la prudence, on a parlé des valeurs. Mais la première des valeurs, c'est quand on veut faire quelque chose, quand les gens voient qu'ils ont, en tout cas pour beaucoup de Français, ils savent pas comment finir le mois, et même ceux qui sont d'une classe un peu plus, plus aisée, ils se demandent où ils sont, et on leur dit, allez, on va annuler massivement la dette africaine. Mais si on n'explique pas ce que ça veut dire, si on le dit comme ça, et on dit, allez, les enfants là-bas, les enfants vous disent, oui, mais alors, comment nos enfants, qu'est-ce qu'on en sait? Vous voyez, cette espèce comment dirais-je, d'autorité dans l'ignorance, en tout cas dans le laisser-faire. Monsieur Bellamy, il y a aussi un problème là, grave. Encore une fois, le vrai problème, c'est... Moi, ce que j'ai du mal à comprendre chez le président de la République, je le dis très simplement, j'ai regardé son intervention lundi comme beaucoup de Français, et je ne comprends pas pourquoi il parle aussi longtemps et d'autant de sujets, pourquoi il rentre dans autant de détails dont on n'a pas besoin, alors que ce dont on a besoin, je vous le disais tout à l'heure, c'est de quelques informations simples et claires. Et moi, je partage ce que disait votre auditrice à l'instant, la seule question qui compte aujourd'hui, c'est où sont les masques, où sont les tests? Parce qu'on sait très bien qu'il ne peut pas y avoir de déconfinement, on ne peut pas sortir de cette crise si on n'a pas les moyens de se protéger, de protéger les autres et de savoir qui est contagieux pour pouvoir faire en sorte de mettre ceux qui le sont temporairement à l'écart de tout risque. Et je pense que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il faut une demi-heure pour parler de tant de questions, là où au fond, on a besoin, dans ce moment-là, vous le disiez tout à l'heure, d'un cap simple et clair. On a besoin de retourner travailler. On a besoin de faire vivre notre économie. Parce qu'on le sait très bien, et vous parliez de la dette, ce qui est en train de se produire aujourd'hui, c'est qu'on est en train d'aggraver la dette qui pèsera demain sur notre société, sur nos enfants. Il faut qu'on puisse maintenant retourner au travail le plus
rapidement possible. Et on n'a pas besoin de cette espèce de luxe de détails inutiles. Et sur la question de l'enseignement, moi je suis comme votre auditrice, je suis très désarçonné. Je suis professeur dans le secondaire moi-même, c'est mon métier. Je sais très bien que pour les enseignants, ce moment-là est un moment très intense. Beaucoup d'entre eux travaillent pour garder le lien avec leurs élèves, se donnent énormément de mal pour garantir cette continuité pédagogique dont on a tellement besoin. Maintenant, on a besoin aussi de clarté. On ne peut pas nous dire lundi soir, dans la bouche du président de la République, on va rouvrir le 11 mai, et le lendemain, le ministre de l'Éducation nationale qui nous dit à peu près le contraire, en disant que finalement, ce ne sera pas comme ça, qu'on ne va pas rouvrir à ce moment-là. C'est incompréhensible. Et c'est cette contradiction qui crée tellement d'anxiété. J'entends dans la voix de votre auditrice sa colère, mais aussi son inquiétude. Et je lui dis que ce qui compte le plus, c'est de garder notre sérénité, parce que dire que ça va mal finir, c'est peut-être compréhensible, mais je crois que ce serait dramatique. Et je le redis encore une fois, il y a une chose à laquelle on doit tenir de toutes nos forces, quelle que soit notre colère, quel que soit le sentiment d'injustice qu'on peut éprouver, c'est le fait que nous devons vivre nos désaccords sur le mode de la conversation pour dire, et c'est une chance que vous puissiez nous donner à votre antenne l'occasion de dire ce qu'on a sur le cœur, mais il faut absolument éviter d'en venir à une espèce de rhétorique de la confrontation, parce que je crois que rien de bon ne peut sortir de là. Il y a une chose qu'on a encore, on n'a plus un État fort qui nous protège vraiment. On n'a plus une culture commune qu'on ait su transmettre aux générations qui viennent. On a le sentiment que notre nature elle-même est en vrac avec la crise écologique. Il y a une chose sur laquelle on peut et on doit encore pouvoir tenir, c'est la possibilité de la démocratie, de faire vivre notre démocratie, de tenir ensemble pour décider ensemble de notre avenir. Et ça, je crois que c'est absolument fondamental. Alors, je vais vous dire, non mais c'est vraiment une discussion passionnante et je vous remercie de la tenir avec nos auditeurs. Juste un mot là-dessus. Vous savez très très bien, et je ne dis pas ça comme inéluctable, l'histoire de France a aussi été faite de confrontations, qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore. Et à un moment donné, vous savez, quand vous dites, effectivement, il faut tenir effectivement à la démocratie. Encore faut-il que la démocratie joue son rôle. Encore faut-il qu'il y ait... Alors, il y a une démocratie par rapport aussi par rapport à un certain nombre de pays. Mais si vous voulez, quand on a le sentiment qu'on n'est plus écouté, qu'on n'est plus entendu, quand on dit le référendum, vous le savez très bien, depuis 2005, on s'est assis dessus, le dernier référendum qu'il y a eu dans l'histoire de France, 2005, les 55% des Français qui ont voté contre la Constitution européenne, etc. Bon, il y a tout ça. Et quand on ne tient pas compte de tout ça, effectivement, ça risque de faire des étincelles. Personne n'a envie de cela, mais il faut faire très attention, et vous avez raison, il faut faire très attention. Jean-Marie, on a des auditeurs ? Absolument, on a Nathalie qui nous appelle au 0826 300 300 depuis Bordeaux. Oui, bonjour Nathalie. Bonjour à vous, bonjour. Je suis contente de vous parler. Tout d'abord, je voulais dire que je garde un souvenir ému d'une conférence de François-Xavier Bellamy à Bordeaux en février. Voilà, ça propose son livre Demeure. Voilà, il a commencé sans crier gare, on s'est retrouvés avec lui, avec Ulysse sur les rives du Tac. On en a tous eu des frissons, voilà. Et il est formidable. J'étais venue avec une étudiante qui me disait, moi je ne sais pas penser, je ne pense rien de rien, etc. Je lui ai dit, écoute, viens, écoutez François-Xavier Bellamy. Et elle en garde aussi, ça a été une révélation pour elle. Voilà. Donc ce sont des personnes... Voilà une bonne chose. Je suis trop touché, merci infiniment. Voilà. Sinon, je voulais en revenir, alors j'ai écouté la conversation, donc mes réflexions évoluent au fur et à mesure de ce que j'entends. Et alors je voulais revenir, voilà, il y a une colère qui est évidente et qui va crescendo. Et je pense, pour le coup, et si on souhaite que ça ne déborde pas, j'aimerais qu'on puisse compter davantage sur nos élus, et surtout quand ils sont dans l'opposition, pour porter cette colère, à l'Assemblée nationale, au Sénat, à Bruxelles, voilà, et j'ai souvenir aussi, notamment d'interventions courtoises mais fermes de François-Xavier Bellamy, n'est-ce pas? Voilà, ça fait du bien. Moi, quand quelqu'un porte ma parole, comme ça, je peux prendre davantage de recul. Voilà, j'ai moins envie de prendre mes baskets et de descendre dans la rue, voilà. Je dis ça en riant parce que vous voulez dire que s'il y avait ce que vous dites...
Oui. Ce que vous dites, Nathalie, c'est que s'il y avait une opposition, disons plus générale, François-Xavier Bellamy fait son métier, mais beaucoup d'autres aussi qui fassent un peu plus leur métier d'opposant et de façon peut-être plus forte, peut-être plus précise. Pour vous, c'est ça? C'est ça, parce que je pense, par exemple, à ce qui s'est passé, je crois enfin, je crois pas, j'en suis sûre, sur les réseaux sociaux, Damien Abad a commenté le discours d'Emmanuel Macron, n'est-ce pas? D'Emmanuel Macron, oui. D'une façon assez élogieuse. Il a reçu une volée de bois vert des militants parce que c'était trop élogieux. Donc, dans un moment comme ça, et ceci dit, après, il est intervenu à l'Assemblée, il a fait des demandes, etc. Mais les gens ont été très frustrés, voilà, de la réaction de trop. Ouais, je comprends. Voilà. C'est une discussion interrépublicaine, mais qui est importante aussi, effectivement. François-Xavier Bellamy, juste, on va pas, moi, c'est pas du tout mon fond de beauté de poser des questions politiques au sens politicien du terme ou partisan du terme, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi dans l'opposition, et je ne parle pas seulement des Républicains, entre ceux qui disent, allez, oui, on va être plutôt quand même un peu coulant, un peu ouvert, on entend certains, on va pas nommer des noms, qui disent, mais oui, c'est très très bien ce qui se passe, tout va bien, qui sont toujours chez les Républicains, et d'autres qui, comme vous et comme d'autres, disent attendez, quand même au-delà de cette limite, le ticket ne devrait plus être valable. Est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté pour poser une question de parti pour une fois chez un certain nombre de Républicains? Je parle des élus, bien sûr. Écoutez, je voudrais commencer par revenir sur ce que disait Nathalie. C'est Nathalie, je crois, je n'ai pas très bien entendu votre prénom. Oui, c'est ça. C'est ça. Je crois que vous avez dit quelque chose qui est absolument fondamental. La démocratie, on en parlait tout à l'heure, la démocratie, ça suppose des alternatives. Ça suppose le pluralisme. Et je pense qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on a vécu ces 3 dernières années, l'échec d'une immense illusion qui était au cœur du macronisme et qui était l'idée de la fin des clivages. Maintenant, c'était le « en même temps ». Vous vous en souvenez comme moi, il était question qu'il n'y ait plus, en réalité, d'autre opposition que celle de ceux qui refuseraient de jouer le jeu. Maintenant, tous les gens de bonne volonté allaient se mettre ensemble. Tous ceux qui voulaient travailler pour le bien de la France deviendraient macronistes et tous les autres seraient forcément soit des imbéciles, soit des extrémistes. Moi, je crois que cette idée-là, elle est mortifère. Évidemment que l'élection démocratique du président de la République fonde sa légitimité. Évidemment aussi qu'il est nécessaire qu'il y ait des oppositions pour se faire le relais de ces colères, de ces insatisfactions, de ces incompréhensions des Français. Et on retrouve le même problème aujourd'hui. On nous parle d'union nationale. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'union nationale? Évidemment que nous sommes tous unis parce que nous sommes Français dans la crise que nous traversons. Nous sommes unis dans l'épreuve. Nous sommes unis aussi dans l'espoir. Mais cette unité ne veut pas dire qu'on doit ressembler à la Chine et que tous ceux qui s'opposent devraient être considérés comme coupables. Alors vous savez, ceux qui sont aujourd'hui dans les partis d'opposition, ils sont dans une situation compliquée parce que dès qu'ils émettent la moindre critique, on leur dit « vous êtes irresponsable, vous mettez en danger l'unité nationale ». Mais moi je ne crois pas du tout que ce soit le cas. L'unité d'un pays démocratique, ça suppose cette exigence de liberté. Et on doit défendre cette exigence de liberté. Tout à l'heure, l'un de vos auditeurs disait « on est dans une espèce de dictature qui ne dit pas son nom ». Moi, je crois que ça n'est pas le cas. Et il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que si on vivait dans une dictature, on se rendrait compte de la chance qu'on a de vivre aujourd'hui dans un pays libre. Mais ce qui est certain, c'est que la liberté, c'est un bien fragile. Et c'est un bien précieux. Et nous devons pouvoir la faire vivre, et nous devons pouvoir, et je crois que ce que disait Nathalie est très important, revendiquer cette liberté parce qu'elle est le meilleur antidote à la colère. Emmanuel Macron avait promis la fin des clivages, et le résultat, c'est qu'on n'a jamais eu une société plus fracturée, plus tendue, plus crispée, et plus violente aussi en un sens. Je le vois tous les jours sur les réseaux sociaux. On a besoin que le jeu démocratique... Et même dans la rue. Permettent d'exprimer ce que les Français ressentent, parce que sinon leur colère, elle s'exprimera à l'extérieur des institutions, elle s'exprimera précisément dans la rue, et d'une manière qui, pour le coup, risque d'être moins productive, moins féconde, moins constructive. Et c'est, je crois, un enjeu fondamental. Et je l'ai écrit il y a quelques jours dans un article que j'ai publié, parce que je crois que c'est un sujet qui est absolument majeur. Nous sommes aujourd'hui devant le risque d'une fracturation définitive de la société française. Il faut qu'on soit d'une extrême prudence, il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Et vous le disiez tout à l'heure, André Berkoff, je suis 1000 fois d'accord avec vous. Si on veut sauver
l'équilibre démocratique et la paix civile, ça commence par le fait que nos gouvernants, que ceux qui nous dirigent aujourd'hui, doivent respecter les Français, doivent respecter leur liberté et doivent respecter l'exigence de vérité scrupuleuse qui leur est due, en particulier dans un moment de crise comme celle-ci. Et donne l'exemple, On se retrouve tout de suite après une petite pause. À tout de suite. 0826 300 300, on partira dans le Cher. On donnera la parole à Jamel sur Sud Radio. À tout de suite. Demain, la fracture définitive. Demain, un retour à une vraie union autour de vraies valeurs. De quoi demain sera fait avec et après le coronavirus. On en parle avec François-Xavier Bellamy et avec tous les auditeurs de Sud Radio. Et notamment avec Jamel qui nous appelle du Cher au 0826 300 300. Bonjour Jamel. Bonjour André. Je voulais vous féliciter pour vos programmes et puis vous êtes un vrai journaliste pour moi. Merci. Voilà, je voulais poser une question à monsieur Lamy. Vous qui êtes un vrai opposant. Pourquoi vous ne dénoncez pas l'escroc Karine Lacombe qui se pavane de plateau de télé en plateau de télé et qui a des... Vous parlez de la médecine à l'hôpital, oui. Oui, madame Karine Lacombe, qui a des conflits d'intérêts avec le géant américain Gilead. Gilead qui d'ailleurs est dans le capital de BFM TV. Normalement, elle n'a rien à voir sur les plateaux de télé. Elle a été envoyée par le gouvernement pour représenter Big Pharma et qui d'ailleurs a financé la campagne électorale de M. Macron. Pourquoi vous ne dénoncez pas cette personne? Il y en a d'autres d'ailleurs et en plus elle se permet d'insulter le professeur Raoult qui lui au moins lui sauve des vies. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, c'est une Jamel, question que je m'adresse. Ni le CSA, ni les journalistes n'ont dénoncé cette personne. Nous on l'a fait, mais on n'est pas... Oui. Non, mais c'est une vraie question. C'est plus compliqué que ça, de toute façon. Mais vous avez raison. La seule chose, juste avant de donner la parole à François-Xavier Bellamy, puisqu'il lui avait posé la question, je voudrais dire qu'en tout cas, il y a une loi. Moi, je crois qu'il y a en tout cas une transparence, et ça va au-delà de Karine Lacombe ou qui que ce soit. C'est qu'un médecin, n'importe lequel, qui passe à la radio ou à la télévision, et c'est tout à fait son droit, et qui a d'autre part des liens avec tel ou tel labo, entreprise pharmaceutique ou un laboratoire, eh bien, doit le déclarer. C'est la loi qui le demande. Il a tout à fait le droit, mais ça doit être fait dans la transparence. François-Xavier Bellamy, là, il s'adresse à l'opposant que vous êtes et dit pourquoi ne dénoncez-vous pas cet état de fait, dit Jamel. Alors moi, je voudrais dire à Jamel... D'abord, la première chose, c'est que je suis prof de philo, donc je ne suis pas médecin et je ne prétendrai pas être un spécialiste sur ces sujets. Et je pense que c'est très important d'ailleurs que chacun parle avec beaucoup d'humilité de ces questions qui sont compliquées et sur lesquelles on n'a pas forcément le savoir requis pour pouvoir se prononcer. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que je crois que Karine Lacombe, de ce que j'ai vu, mais encore une fois, je n'ai pas tout vu, je crois que elle aurait peut-être gagné à faire preuve d'un peu plus d'humilité parce que on a vu certaines contradictions s'exprimer dans des prises de position sur des recommandations médicales à quelques jours ou quelques semaines d'intervalle. Et il me semble que quand on porte des jugements sur des confrères, on doit le faire avec la distance que requiert le fait que soi-même on a pu parfois se tromper. Et donc il faut faire attention à ça. La troisième chose, c'est que en revanche, on peut être en désaccord avec Karine Lacombe ou avec d'autres médecins qui interviennent aujourd'hui. Je crois malgré tout que là encore, je me permets de le dire, jamais rien ne justifie qu'on en vienne à une telle violence. Et Karine Lacombe, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'elle a été l'objet de menaces de mort, qu'elle a été l'objet d'insultes extrêmement violentes. On peut être en désaccord avec elle, on peut considérer que sa parole n'est pas crédible si on a la légitimité pour ça, mais ça ne devrait autoriser personne, et je pense que Jamel, vous serez d'accord avec moi, à passer à un tel registre. On n'a pas le droit de menacer quelqu'un, on n'a pas le droit d'insulter quelqu'un, et là on voit bien quand même que notre débat démocratique dérape un peu. Pour le reste, sur le débat autour du professeur Raoult, moi je me permets de dire comme un simple citoyen qui encore une fois n'est pas un spécialiste en médecine, c'est vrai, je suis frappé de l'incapacité à avoir un débat rationnel, ou plus exactement à en venir à des solutions rationnelles sur ces sujets. Et c'est une question qui doit mobiliser tous les experts, qui doit mobiliser
tous les moyens, et je crois que dans un moment comme celui-ci, il ne devrait plus y avoir aucune place pour les préjugés, pour les histoires d'inimitié personnelle, pour les questions de position institutionnelle. Tout ça ne devrait plus compter. Et c'est incroyable qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre le plus efficacement possible. Et moi, je ne suis pas placé pour dire qu'est-ce qui est efficace, mais qu'au moins on soit certain que tout ce qui sera le plus efficace sera offert aux patients, parce que là, pour le coup, il y a une urgence absolue. Absolument, monsieur le député, vous avez raison, mais il y a un problème qu'on ne peut pas ignorer. Encore une fois, et je vous rejoins totalement, et je crois que tout le monde vous rejoint sur le fait qu'il faut laisser la violence et les insultes de côté. Mais il y a aussi autre chose, il n'y a pas que les égos, etc., etc. Il y a les conflits d'intérêts. C'est évident que quelque chose, quand il y a une pandémie comme le coronavirus, il y a d'énormes intérêts en jeu. C'est évident que celui qui va découvrir le protocole qui marche, le vaccin qui marche, eh bien, ça va être un marché mondial énorme. Et donc on ne peut pas empêcher, je ne dis pas que c'est bien, mais la nature humaine, et c'est pas à vous, historien, philosophe, que j'enseignerai l'intérêt. Et voilà, ce qui joue, et je crois simplement là-dessus que les élus devraient peut-être faire attention à contrôler la transparence. Il ne s'agit pas d'être médecin à la place des médecins, il ne s'agit pas d'être scientifique à la place des scientifiques, mais peut-être s'assurer qu'il n'y a pas conflit d'intérêt, et pas seulement dans le domaine médical, comme vous le savez, dans tous les domaines. Ça me paraît la moindre des choses. Vous êtes d'accord? Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Mais d'abord, cette transparence, elle doit progresser, mais elle est déjà aujourd'hui une règle importante dans le milieu médical. D'ailleurs, si Karine Lacombe se voit reprocher ses liens avec des entreprises, c'est parce qu'elle les a elle-même publiés. Et donc, il y a évidemment une transparence qui s'applique et qui doit s'appliquer de manière encore plus scrupuleuse. Je crois qu'il faut faire attention aussi de ne pas tomber dans le soupçon perpétuel. Parce que vous savez, aujourd'hui, celui qui va découvrir effectivement le vaccin ou qui va découvrir la molécule qui permettra de traiter les patients atteints du coronavirus, il ne sera pas sur le point de faire fortune parce que les États vont instantanément récupérer son brevet. Le brevet, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui fait que quand vous découvrez quelque chose, eh bien vous pouvez de manière durable l'exploiter dans au profit d'un bénéfice commercial. Eh bien, il est évident que dans la situation d'urgence qu'on connaît, les brevets qui toucheront le coronavirus seront immédiatement récupérés par l'action publique, et heureusement d'ailleurs, pour venir soigner et sauver le plus grand nombre de personnes possible. Et donc, il faut aussi, et ça c'est le travail de nos gouvernants, et il faudrait que le gouvernement puisse apporter toutes les garanties sur un sujet comme celui-ci. Nous sommes peut-être dans un moment, c'est pas une guerre, mais ça peut à certains égards ressembler à une guerre. Eh bien, il ne faut pas qu'il y ait des profiteurs de guerre. Il faut qu'on soit certain que tout le monde travaille dans le même sens, au profit de l'intérêt général. En tous les cas, c'est ce que nous faisons, nous, pour notre part, au Parlement européen. Et je peux vous dire qu'il y a des sujets qui sont immenses aujourd'hui. Il y a la question notamment de l'approvisionnement en médicaments. Ça, c'est un sujet dont on parle trop peu. Mais vous avez aujourd'hui, dans nos hôpitaux, dans nos EHPAD, un risque fort de pénurie de médicaments. Et donc, il faut qu'on garantisse que les médicaments vont pouvoir arriver jusqu'à ceux qui en ont besoin. Ça, c'est un sujet européen. Et pourquoi est-ce qu'on a ce risque de pénurie? Je me permets de le dire aussi parce que vous voyez, ça permet de revenir à ce qu'on évoquait tout à l'heure, à cette question du soupçon. Pourquoi est-ce qu'on arrive à une forme de pénurie? Eh bien, parce que, là aussi, notre industrie pharmaceutique, elle est partie en Asie, elle est partie en Chine, elle est partie en Inde. Il y a 30 ans, on fabriquait 80% des principes actifs de nos médicaments. Aujourd'hui, on importe 80% des principes actifs de nos médicaments. Et vous savez pourquoi, André Berkoff? Eh bien, parce qu'on a voulu que nos médicaments coûtent toujours moins cher. Parce qu'on n'a pas arrêté de taper sur les entreprises. Qui supposément la mondialisation heureuse. La mondialisation heureuse. Et oui, mais vous voyez qu'il faut qu'on fasse très attention aussi, parce que quand on tape sur ce qu'on appelle les big pharma, quand on jette le soupçon sur tous ceux qui produisent et qui créent de la valeur en Europe ou en France, eh bien, à la fin, en réduisant leur marge, en réduisant leur capacité d'action, eh bien, on fait que notre production, elle va partir ailleurs dans le monde. Et je crois que c'est très important qu'on comprenne mais François-Xavier Bellamy, on a besoin aussi d'acteurs industriels forts. Oui, mais on tape sur les big pharma parce qu'on a laissé faire les big pharma, et les big pharma ont eu intérêt à délocaliser en Chine et ailleurs. Qui a délocalisé? Attendez, c'est les pays et c'est les industries qui ont dit ça nous coûte moins cher ailleurs. Donc c'est pas le soupçon, c'est 40 ans d'incompétence. Vous savez comment ça se passe, le médicament en France? Aux États-Unis, les médicaments, ils coûtent en moyenne 3 à 4 fois plus cher qu'en France. Et tous les ans, leur valeur augmente sur le marché, comme beaucoup de biens avec l'inflation. En France,
c'est le système inverse. Alors heureusement, on n'est pas ultra-libéraux comme les Américains. Heureusement, parce que la santé, c'est pas un marché comme un autre. Et on ne devrait pas demander sa carte bleue à quelqu'un avant de le soigner. Mais en France, on a fait un choix qui était quand même aussi un problème. Chaque année en France, on baisse le prix des médicaments. C'est-à-dire que ceux qui ont produit une molécule et qui ont investi, parce qu'il faut investir très longtemps pour produire un médicament, ils voient diminuer le prix du médicament. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils n'ont pas tellement d'autre choix que de partir à l'étranger pour aller produire ailleurs dans des pays à moindre coût. Et je suis pas sûr, vous voyez, en l'occurrence, quand on parle d'industrie pharmaceutique, je suis pas sûr que ce soit d'abord le fait des industriels qui ont voulu faire des profits. Je pense que c'est d'abord le fait de nos économies à courte vue, parce qu'on n'a pas su réformer l'État, parce que notre dépense publique, elle a beau être pléthorique, on a entretenu un millefeuille administratif, comme on le disait tout à l'heure, au lieu d'investir là où on avait besoin de le faire. On a besoin d'une industrie pharmaceutique. Et si on a besoin de cette industrie, il faut aussi qu'on investisse dans cette filière. Parce que si on ne le fait pas, évidemment, on va faire parler les auditeurs. Aujourd'hui, on produit tout notre paracétamol en Inde et on n'y a pas gagné grand-chose. Oui, mais François-Xavier Bellamy, quand on parle du Big Pharma, c'est le laboratoire Gilead. Les laboratoires Gilead font 30% de bénéfices après impôt. C'est ça. On ne parlait pas des laboratoires français. Si les Français, les Européens, ne sont pas foutus de comprendre qu'il faut faire une industrie de santé européenne, s'ils ne sont pas foutus de savoir qu'il fallait garder des choses en Europe, eh ben tant pis pour eux et tant pis surtout pour nous. C'est ça qui s'est passé. Tant pis pour nous, on va prendre le temps, on continue. C'est là où le sujet majeur, c'est de faire en sorte que notre industrie pharmaceutique puisse de nouveau produire en Europe. On a dans notre délégation Nathalie Colin-Osterlé qui travaille sur ces sujets et c'est un enjeu majeur pour notre avenir. Et comment Jean-Marie, un autre auditeur. 300. Voilà, 0826 300. Franck nous appelle de Béziers. Une question pour notre invité. Oui, bonjour Franck. Bonjour, M. Berkoff. On vous écoute, Franck. Non, bonjour. C'était pas tant une question. C'était juste pour dire que je me régalais d'entendre M. François-Xavier Bellamy dire des choses si intelligentes. En plus, c'est un philosophe qui s'est converti à la politique, donc ça c'est très bien. Vive la société civile. En plus, il est d'une sensibilité politique qui est plutôt dont je suis plutôt proche, donc je m'en réjouis. Sauf que je pense que toutes ces belles idées, elles seront balayées dès que le système va reprendre ses droits. Et que, en fait, on le voit déjà, il y a certains intellectuels sur les plateaux qui pensent d'une refonte du système, de réfléchir comment rebondir, et puis en même temps, vous avez les forces opposées qui déjà réfléchissent comment rattraper le retard d'un mois perdu d'économie. Et donc, je pense que François-Xavier Bellamy, malgré toutes ces belles idées, j'espère qu'il prendra le pouvoir au sein de sa famille politique, mais j'en doute énormément parce que je pense que très vite, tous les barons vont reprendre leur pouvoir, leur place, et puis on va recommencer comme avant, jusqu'à ce qu'il y ait vraiment, que ce soit la politique du pire, quoi. François-Xavier Bellamy. Moi, je pense qu'on est en train de vivre une crise très profonde. Je remercie beaucoup votre auditeur de son propos et je suis touché de sa confiance. Je crois qu'on vit une crise extrêmement profonde et que dans ce moment de crise, on a aussi une occasion de se sortir de toutes les torpeurs et de toutes les naïvetés du passé. Moi, vous savez, je ne pense pas qu'il faille distribuer les bons et les mauvais points à ceux qui nous ont précédés. Vous l'avez dit, je suis professeur de philosophie, je suis rentré dans l'arène politique nationale à l'occasion de l'élection européenne il y a tout juste un an. Je ne vais pas me mettre à juger tous ceux qui m'ont précédé, ça n'aurait aucun sens. Mais en revanche, il faut tirer les leçons de ce qui n'a pas marché et il faut maintenant reconstruire pour faire en sorte que notre pays puisse retrouver sa place dans le monde. Et je sais qu'on est à un point de bifurcation. On le sait tous. Aujourd'hui, c'est notre destin qui se joue. Notre destin, c'est soit de devenir des consommateurs qui se nourrissent de dettes et qui deviennent de plus en plus dépendants de la Chine, de l'Inde, des États-Unis, soit de redevenir un peuple capable de travailler, de produire ce dont il a besoin. C'est ce que j'ai dit pendant toute la campagne européenne. On le voit aujourd'hui d'une manière tellement cruciale et tellement criante. Et je l'ai dit avec toute cette famille politique de la droite. Et oui, c'est vrai, il faut tirer les enseignements de ce qui, dans le bilan de cette famille politique, n'a pas peut-être fonctionné. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a une occasion de faire entendre la nécessité de cette refondation. Ouais. François-Xavier Bellamy, je crois qu'il a une question à vous poser, notre auditeur. Allez-y. J'aimerais que ce monde apparaisse
mais on est les seuls, nous les Européens éventuellement, et surtout les Français, à remettre en question ce système. Mais les Chinois ne remettent pas le système en question. Les Américains non plus, avec Trump, ne remettent pas en question. Quant aux pays du Sud, ils n'ont pas les capacités de le remettre en question. Donc vous croyez que nous seuls, Européens, nous allons remettre en question le système mondial? Mais c'est une utopie. C'est une utopie. Déjà, il faudrait qu'on arrive à faire la police ou se mettre d'accord au sein de l'Union européenne. On n'arrive même pas à se mettre d'accord au sein de l'Union européenne. Alors, pourquoi croyez-vous que nous allons changer le monde alors que les grandes puissances de ce monde ne souhaitent pas du tout remettre en question? C'est une hérésie, c'est une utopie. Mais moi, je voudrais vous dire qu'en fait, il me semble qu'en réalité, les Européens et les Français peut-être au milieu de l'Europe sont les derniers à ne pas comprendre comment ce monde fonctionne. C'est pas que les règles du jeu qui sont pratiquées par la Chine ou les États-Unis, nous ne pouvons pas les changer. C'est qu'il faut enfin que nous les comprenions. Nous sommes les seuls au monde à ne pas comprendre que dans le monde, ce qui compte, c'est de défendre ses intérêts, de faire valoir ses principes, de se protéger face aux menaces qui pourraient survenir demain. Nous avons rêvé, nous les Européens, de la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, vous savez, c'était ce livre qui avait été écrit après la chute du mur de Berlin par Fukuyama, qui disait, bon, en gros, maintenant, le mur des Berlins est tombé, ça y est, l'histoire est terminée, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de péripéties, il n'y aura plus de problèmes, on n'a plus qu'à se mettre tous devant notre télévision et à regarder le temps passer. Eh bien, moi, je crois que c'était une erreur absolue. En réalité, l'histoire n'est pas terminée. Tout le monde l'a compris dans le monde, à part nous. Les Chinois défendent leurs intérêts, les Américains défendent leurs intérêts. Eh bien, nous devons aussi, de manière paisible, bien sûr, mais d'une manière résolue, savoir que ce qui compte, c'est de faire en sorte de construire dans la durée, de reconstruire dans la durée un pays, de reconstruire une civilisation qui puisse s'affirmer dans le monde et qui puisse d'ailleurs par là servir l'équilibre du monde. Parce qu'aujourd'hui, cette Union européenne, cette France qui a oublié que l'histoire était tragique, on le disait en commençant, eh bien, elle est totalement démunie, mais par là même, elle accentue aussi tous les déséquilibres du monde. On le voit très bien sur le sujet migratoire, par exemple. On le voit aussi sur la question écologique. Sur tous ces sujets-là, on a besoin que l'Europe et que la France se ressaisissent enfin. Merci, on se retrouve après une toute petite pause. Et je rappelle, François-Xavier Bellamy, que vous êtes professeur de philosophie, député du Parti populaire européen au Parlement européen et que vous interveniez sur Sud Radio aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris la parole auprès d'André Berkoff dans tous ses états sur Sud Radio. Continuez à nous appeler, les amis, 0826 300 300. On vous donne la parole dans un instant. Eh bien, toujours avec vous, auditeurs de Sud Radio, toujours avec vous dans tous nos états. Merci à François-Xavier Bellamy pour ses éclairages. Et on vous attend toujours. 0826 300 300 direction Bagnères de Bigorre. On donne la parole à Charles sur Sud Radio. Bonjour Charles. Bonjour André. Oui Charles. Oui, bonjour. Alors, très bien, attendez. Oui, on vous entend là, oui, allez-y. Je pense que Charles. la proposition d'Emmanuel Macron d'annuler la dette de l'Afrique est une très bonne proposition. J'ai entendu deux chiffres ce matin. Je pense que la dette totale de l'Afrique est de 345 milliards. Alors, je pense que c'est un fétu de paille. Si on compte que l'Europe a su trouver, si j'ai bien entendu, 800 milliards pour les distribuer, je ne sais pas comment, pour aider le système bancaire et pour aider en fait peut-être les entreprises, je ne sais pas. Toujours est-il que de l'argent, entreprises surtout, etc. Oui. À travers les banques. De l'argent, il y en a. Alors, je me base là sur le discours d'Alan Greenspan de 2007, qui est encore valable aujourd'hui. En France, par exemple. Je rappelle le président de la fédération de la Fed américaine, il faut le rappeler. La Fed. Alors, les riches du 1%, par rapport à 1987, c'est-à-dire 20 ans avant, prélèvent entre 5 et 10% de plus sur les salariés. C'est Alan Greenspan qui le dit, c'est par Arlette Laguillet. Prélèvent entre 5 et 10% de plus sur les salariés dans le PIB que ceux qu'ils avaient en 1987 où ils étaient déjà riches. Alors, je pense que la dette de l'Afrique, c'est rien du tout. Pour la France, c'était un record absolu, selon Alan Greenspan, c'était 10% du PIB. Je pense que ça continue encore maintenant parce que j'ai entendu des remarques qui vont dans ce sens.
Il y a les paradis fiscaux dans lesquels on perd 100 milliards d'impôts, et les paradis fiscaux dépendent entièrement de la surveillance gouvernementale des services informatiques des banques. On pourrait les arrêter. Et c'est une manière de mettre à l'abri, donc, les capitaux qui correspondent à 100 milliards d'impôts. Mais oui, c'est plus compliqué que ça, mais d'accord. Allez-y. De l'ensemble des prélèvements des ultra-riches qui dirigent le monde, dévaster les rapports humains, dévaster la planète, eh bien, on ne s'en sortira pas. Quand on dit les Chinois, qu'est-ce que c'est? C'est comme les Américains, comme les Allemands, comme les Français. Ce sont les dirigeants qui sont au service des riches, des capitalistes du monde entier. Alors, on doit, moi je suis pour l'aide à l'Afrique, il a raison Macron, qu'il ne change pas de gouvernement, parce que même si c'était un gouvernement d'imbéciles, comme au moment du feu de la cathédrale de Notre-Dame, eh bien c'est le pompier en chef qui dirige les opérations. Mais ça c'est parce que nous ne sommes pas en démocratie, comme ce sur quoi a tiré Bellamy et des interventions directes. La démocratie représentative, ça ils ne l'ont pas dit, ni Bellamy ni les autres, la démocratie représentative n'est pas la démocratie. Alors du coup, ça défaille de partout. Le bateau fait haut de toutes parts. La démocratie représentative ne permet pas d'utiliser les sources vives de l'intervention. Mais c'est quoi la vraie démocratie alors pour vous, Charles? C'est quoi la démocratie si elle n'est pas représentative? La démocratie on vous entend plus. Est une escroquerie montée par Montesquieu pour dessaisir les citoyens de leur pouvoir de se mêler de tout. C'est dans l'esprit des lois. Les citoyens, une fois qu'ils ont élu leurs représentants, retournent vaquer à leurs occupations. Eh bien, c'est ce à quoi il faut mettre fin. En attendant, il y a le feu, il y a une crise plus grande que celle de 1929, peut-être, comme on l'a dit sur Sud Radio, eh bien, faisons fonctionner le truc. Et donc, aidons les pays pauvres, et aidons les pauvres de partout. Mettons-nous autour de la table, non seulement avec les syndicats, mais avec les pauvres de partout. Et au lieu de faire comme dit notre ami Bellamy, qui est de dire que la France, si j'ai bien compris, c'était lui qui intervenait, qu'il faut que la France garde son rang dans le monde, pas du tout. Ça, c'est des conneries. Si on se met à arrêter les délocalisations, ça veut dire que tous les pays du monde vont se développer à égalité. Il faut arrêter les délocalisations, il faut faire un SMIC européen, il faut faire un SMIC mondial. Alors on aura des économies équilibrées, il y aura des productions locales partout. C'est un programme, effectivement, écoutez, mais ça, on va pas rester une heure. C'est très long, vous allez reparler de cela, mais honnêtement, je vais vous dire, c'est beaucoup plus compliqué ce que vous dites. Les pauvres, les gens, mettons tout le monde autour d'une table, etc. Vous savez, si le peuple voulait vaquer à ses propres occupations, il ne ferait pas la démocratie représentative. C'est parce que, justement, c'est beaucoup plus compliqué que ça, on ne peut pas réduire ça à « allez, démocratie, c'est pas la représentation, etc. etc. » C'est plus compliqué, Charles, croyez-moi, mais on en reparlera avec vous. Un autre auditeur, s'il vous plaît. Oui, en quelques secondes, malheureusement, parce qu'on arrive au terme. 0826 300 300. Samy nous appelle de Paris. Oui, bonjour. Oui, Samy, bonjour. Merci de me donner la parole. J'ai bien écouté en fait l'intervention de M. Bellamy, qui est pertinent et très intéressant comme toujours dans ses analyses. Je voulais apporter juste une petite remarque, c'est que je déplore malheureusement, et pas vis-à-vis de M. Bellamy, mais vis-à-vis de tout ce qui se passe actuellement, c'est que c'est par rapport à l'histoire en fait des traitements contre le corona et les recherches qu'il y a. Je voudrais juste lancer un appel solennel. Cessons de politiser la science. La science n'est pas miscible avec la politique. La science exacte, elle travaille silencieusement. Et le problème, ce que je déplore, c'est qu'il y a beaucoup de politiques qui se sont mêlés de recherche en roule. Très juste. Laissons la science faire et donnons à la science le temps de faire. C'est ça ce que vous dites, Samy. Voilà, c'est ça. Je suis professeur de santé, donc du coup, je déplore ça. Et on a besoin plutôt de la sérénité et de la sagesse pour surmonter en fait cette crise. Merci Samy de votre parole sage. Vous avez eu le mot de la fin et c'est un bon mot de sagesse.
Merci, en tout cas, Samy, de nous avoir appelé au 0826 300 300. Merci André Berkoff, dans la sérénité et la sagesse. N'oubliez pas, on vous retrouve demain, malgré tous vos états, de midi à 14h sur Sud Radio.